Aujourd'hui, l'industrie automobile canadienne est l'une des plus importantes au monde. Une grande partie de ce succès découle de nos relations commerciales étroites avec les États-Unis. But that trade relationship that once was a great strength has now become a serious vulnerability. C'était la scène pour la conférence de presse ce matin dans une usine automobile en banlieue de Toronto. Mark Carney qui a confirmé deux choses. D'abord, on abandonne les quotas en matière de véhicules électriques, des quotas qui auraient interdit carrément la vente des véhicules neufs à essence en 2035. Ça, on oublie ça. Au lieu, on ramène les incitatifs pour les acheteurs, qui étaient quand même très populaires. 5 000 $ pour ceux qui achètent un véhicule 100 % électrique neuf et jusqu'à 2 500 $ pour les modèles hybrides rechargeables. Qu'en pensent nos panélistes? On retrouve Carl Bélanger, Amanda Simard, Tasha Carradine qui est avec nous ce soir. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous entendre sur cette annonce-là, bien accueillie dans le secteur de l'automobile en Ontario, un peu moins bien dans le milieu environnemental. Amanda, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ça plaît certainement à M. Ford et certainement aux entreprises, les manufacturiers automobiles. Je pense que c'était une pierre deux coups également parce qu'on aide le secteur automobile, mais on a encore une conversation à propos de l'environnement et de nos cibles. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le gouvernement annoncer des mesures positives sur l'environnement et on a vu que ça crée certaines frustrations dans le caucus libéral. Donc, on peut voir qu'il y a quand même du progrès là-dessus. Ça reste à voir si l'objectif du gouvernement va être atteint avec cette mesure-là. C'est certain que ce n'est pas ça à eux seuls qui va sauver le secteur automobile en Ontario, mais c'est certain que ça aide. Oui, on a senti peut-être, Tasha, que M. Carney voulait acheter la paix avec l'Ontario aujourd'hui, là. Oui, certainement. Et je pense que c'est non seulement avec l'Ontario, mais en général avec son électorat centre-droite, parce qu'il y a certainement des possibilités de vote s'il y avait une élection cette année, par exemple, de cette banque de voteurs, d'électeurs-là. Je pense que l'idée, c'est qu'il abandonne, il se distance des mesures de M. Trudeau, qui étaient très impopulaires, simplement parce que ça venait aussi de Justin Trudeau. Alors maintenant, il met des cibles en avant, mais c'est pas des cibles fermes, c'est plus souple, c'est plus pragmatique, ce qui serait intéressant pour ces électeurs-là. Et aussi, je pense, avec M. Ford, il veut absolument pas une répétition de ce que M. Ford avait fait avec ses fameuses annonces qui ont fait détruire essentiellement les relations économiques avec les États-Unis à ce moment-là, qu'on a cessé de toutes les négociations. Je pense qu'ici, il veut s'assurer que M. Ford qu'il se tait essentiellement et que les choses en Ontario s'apaisent. Là, vous parlez des fameuses publicités que l'Ontario avait décidé de diffuser aux États-Unis, là. Oui, c'est ça. Oui, qui n'avait pas fait l'unanimité du tout, disons ça comme ça. Carl, sur l'annonce des véhicules électriques? C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, hein? Et certainement, on a vu au Canada une baisse drastique en 2025 des ventes de véhicules électriques et hybrides, donc on devrait repartir dans la bonne direction. Question intéressante à savoir, est-ce que ça mettra de la pression sur les autres ordres de gouvernement? Je pense au gouvernement du Québec notamment, qui aussi a reculé là-dessus avec le retrait de ses subventions. Maintenant, il y a des mesures là-dedans qui sont particulières. Par exemple, il y a une limite sur la valeur du véhicule électrique qui peut être subventionné. 50 000 50 000 mais il n'y en a pas beaucoup de modèles disponibles rapidement en bas de 50 000 sauf les véhicules chinois qui s'en viennent, mais eux autres non plus ne sont pas éligibles à cette subvention. Et ça aussi, c'est pour faire plaisir à Doug Ford, bien sûr. Alors, il faudra voir comment les consommateurs réagiront. Il faudra voir comment les constructeurs réagiront également. Est-ce que l'inventaire sera au rendez-vous? Parce que c'était un des principaux problèmes avant la fin des subventions. Oui, c'est ça, parce que ça coûte cher. Effectivement, il n'y a pas tant de modèles que ça. On n'arrivait pas à mettre la main sur ces fameuses voitures électriques. Bon, grosse semaine aussi pour les conservateurs au fédéral, le parti qui a rendu hommage à Stephen Harper cette semaine. On soulignait le 20e anniversaire de son élection. Pierre Poilievre, évidemment, qui a remporté son vote de confiance en fin de semaine lors du congrès à Calgary. On va l'écouter à son retour au Parlement. Notre but devrait être de mettre l'abordabilité, l'autosuffisance et la sécurité avant la partisanerie. Attention, il faut distinguer deux choses complètement différentes. Il y a la collaboration pour avoir des résultats, travailler ensemble pour accomplir des choses, et il y a la question d'imputabilité. Nous allons continuer de rendre des comptes.
Alors, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a un changement de discours, changement de ton? D'ailleurs, M. Poilievre et M. Carney qui se sont rencontrés hier en personne. Tasha, est-ce qu'on assiste à quelque chose de différent peut-être? Oui et non. Je pense que M. Poilievre a intérêt à paraître un peu conciliatoire parce que les Canadiens disent que les relations avec les États-Unis, c'est très important. L'abordabilité aussi, c'est très important. Mais je dirais que collaborer semble pas freiner le gouvernement ou faire obstruction aux efforts du gouvernement pour avoir un accord, une renégociation, par exemple, de l'accord économique avec les États-Unis. C'est très important. Cependant, pour M. Poilievre aussi, il sort de son congrès avec un très haut score, 87 Alors, il a l'appui de son parti, mais quand même, c'est possible qu'il fait face à une élection potentielle, on ne sait pas. C'est toute la rumeur. Alors, pour lui, il doit quand même paraître un chef assez fort. Alors, c'est pour ça qu'il dit que, bon, on va pas essentiellement laisser le gouvernement faire n'importe quoi. On va être là pour, comme il a dit, les faire rendre des comptes, c'est ça plus correct, et les surveiller quand ils font des choses que les conservateurs n'apprécient pas. Mais pas nécessairement une opposition systématique et un peu plus agressive, comme on voyait auparavant. Amanda, est-ce que vous êtes de cet avis-là, que M. Poilievre est quand même assis confortablement dans son siège de chef conservateur? Absolument, et j'étais pas loin la semaine dernière quand j'ai dit qu'il pourrait même avoir 90 et j'étais l'une des seules qui disait ça, mais je pense qu'il y a eu un mandat fort et je pense qu'il peut être fier de ça. Personne veut une élection, surtout les partis d'opposition. Personne veut être vu comme les partis qui ont déclenché les élections. Donc, c'est clair que le photo-op d'aujourd'hui de collaboration était pour ça. Mais en même temps, un étage plus bas, en comité, les députés de M. Poilievre sont en train de bloquer au moins 5-6 projets de loi en ce moment du gouvernement. Donc, M. Carney et son équipe pourraient quand même déclencher des élections et dire « mais ça ne fonctionne pas ». Oui, ça fonctionne avec les photo-op dans mon bureau, mais le travail comme tel, ça avance pas. OK, oui, parce que c'est toujours ça, le petit jeu de chat et de la souris. On se cherche peut-être une excuse pour convaincre les électeurs d'aller oui ou non en élection. Carl, la suite des choses pour M. Poilievre? Bien, je pense qu'il mise sur le bon cheval lorsqu'il parle du coût de la vie, mais le problème pour lui, c'est que les électeurs ont été rappelés à leur mémoire, là, le Mark Carney qu'ils ont élu pendant les élections avec le fameux discours de Davos, avec le Mark Carney qui va se tenir debout contre Donald Trump. C'est là où les électeurs sont revenus, là, et avec les menaces de Donald Trump sur la souveraineté canadienne. Alors, Pierre Poilievre prend acte de ça, garde le même discours, mais le ton a changé, veut paraître conciliant. Est-ce qu'il l'est vraiment? Bien, Amanda vient de le dire, là, en comité, on ne l'est pas conciliant. Les projets de loi avancent pas plus vite et il faudra voir dans les prochaines semaines, est-ce que le gouvernement libéral pourra faire adopter son agenda législatif ou pas? Parce qu'à l'automne, il n'y a pas grand-chose qui a progressé, là, même si on a réussi à faire adopter son budget. Au niveau des projets de loi, au niveau des grandes initiatives, il n'y a pas grand-chose qui avance au Parlement. Je profite de votre présence, Tasha, cette fameuse rumeur d'élection hâtive au printemps, et vous y croyez, vous, ou pas? Je crois que M. Carney a beaucoup d'intérêt à le faire parce que la deuxième moitié de cette année va être très lourde. Il y a la renégociation de l'ACEUM avec les États-Unis. Il y a un référendum en Alberta sur la souveraineté. Oui. Il y a une élection au Québec avec possibilité de référendum plus tard, mais quand même, tout le discours référendaire va se faire. Et si M. Carney fait face à son budget en novembre, c'est un vote de confiance automatique. Si les partis d'opposition sentent qu'il est vulnérable, ils peuvent le faire descendre. Alors pour lui, pour gouverner, avoir une majorité, soit par des transfuges, on ne voit pas plus maintenant, mais ou une élection serait probablement préférable. OK, on va voir. Il y a peut-être une fenêtre qui est en train de s'ouvrir. On va en reparler. La première ministre Danielle Smith demande au gouvernement fédéral de changer son processus de nomination des juges. Elle voudrait que des experts de l'Alberta puissent avoir leur mot à dire sur qui sera nommé dans des postes de juges dans sa province. Elle voudrait aussi assouplir les critères de bilinguisme obligatoires pour les juges de la Cour suprême. Elle dit que ça désavantage des candidats qualifiés qui sont dans l'ouest du pays. Tour de table, vous en pensez quoi? Pourquoi cette sortie-là, Carl, selon vous? Bien, c'est la même chose qu'on fait toujours du côté de Danielle Smith. On met de l'huile sur le feu. Et c'est une attaque frontale contre les francophones du pays qui viennent à peine de gagner cette possibilité de bilinguisme à la Cour suprême. Là. C'est pas de longue date, là, ça. Et c'est encore à mettre à l'épreuve parce que les évaluations, c'est plus ou moins flou ou plus ou moins clair. Alors, Danielle Smith met de l'huile sur le feu et ça, bien, ça va faire plaisir à l'autre mouvement séparatiste du pays, celui de
Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui va en faire ses choux gras. On attaque le bilinguisme de l'institution suprême en termes judiciaires au pays. Alors, à mon avis, c'est un non-sens, mais c'est du grand Daniel Smith. On trouve toujours une façon de créer un conflit. Oui, des juristes francophones d'ailleurs qui ont dit effectivement qu'il y avait quand même des candidats très, très qualifiés, bilingues dans l'ouest du pays qui ont répondu à ça. Amanda, vous qui connaissez bien le dossier de la francophonie, Oui, alors vous connaissez ma position là-dessus, mais je veux rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, le gouvernement de l'Alberta a déclaré l'année 2026 comme l'année de la francophonie. Alors, ça ne s'invente pas. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est dans les derniers mois, Mme Smith a été quand même assez proche de M. Carney et d'Ottawa, et il y a eu quand même des victoires, et sa base n'aime pas ça. Ils ont, pour une grande proportion, ils ont construit toute leur identité sur Ottawa contre nous. Et je pense qu'elle devait trouver quelque chose, n'importe quoi, pour vraiment prouver qu'elle défend les intérêts de l'Alberta. Elle a piqué sur les juges. Et c'est vraiment ça là, qu'elle choisit de faire bataille. Et je pense qu'elle va quand même continuer de faire ça. Mais si on regarde, il y a quand même un comité consultatif pour les juges et l'Alberta est bien représenté. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même vraiment juste une question politique ici. oui, c'est ça. Peu de chances peut-être de gagner ce combat-là. Tacha, vous en pensez quoi? Ah oui, mais c'est pas constitutionnel ce qu'elle veut faire et je pense que c'est comme Amanda dit, elle cherche quelque chose parce que elle doit paraître fort pour l'Alberta et on sait que M. Carney lui a accordé le mémorandum sur les pipelines. C'est possible qu'elle même va avoir l'approbation pour son projet en juillet. Alors, pour être encore la défendresse des valeurs albertaines, elle fait cela. Cependant, c'est un peu riche, je trouve, parce que l'Alberta a été bien représentée. Quand on pense Beverly McLaughlin, c'est une Albertaine, c'était la juge en chef. Ils ont toujours des bons représentants. Malgré cette demande maintenant pour le bilinguisme, ça ne va pas être très difficile de trouver des personnes de qualité. OK, intéressant. Là, c'est notre dernier panel avant la pause des Jeux olympiques. On voulait faire un petit clin d'œil. On vous a demandé de préparer une petite liste pour vous faire sourire peut-être. Quelle personnalité, selon vous, devrait avoir sa place dans l'équipe olympique canadienne et surtout dans quelle discipline? J'ai vraiment hâte de vous entendre. Carl, vous êtes le premier. Charles Milliard, candidat à la direction du Parti libéral du Québec, qui a perdu la demi-finale en patinage de vitesse courte piste. Il a fini deuxième, mais coup de théâtre, Pablo Rodriguez a été disqualifié et c'est Charles Milliard qui passe en finale et qui pourra compétitionner pour la médaille d'or. Pendant qu'on voit ces fameuses images de cette course de patinage de vitesse qui était passée à l'histoire, ça, c'est pas mal, ça. Amanda, qu'est-ce que vous avez choisi? Bien, moi, j'avais la même discipline que Carl et je pense que les libéraux de l'Ontario et les libéraux du Québec ont le même entraîneur parce que moi, j'avais choisi Nathaniel Erskine-Smith qui a vraiment été vite sur ses patins mardi, aussitôt que Bill Blair, le ministre qui représentait Scarborough Southwest, a annoncé sa démission pour aller au commissaire Au Royaume-Uni, oui. Au Royaume-Uni. Le Parti libéral du Canada a choisi la députée provinciale néo-démocrate du même comté pour remplacer M. Blair comme candidat. Et M. Erskine-Smith n'a vraiment pas hésité. Il a rempli le vide. Et je pense que vraiment, c'était un geste qui, le temps le dira, mais qui a peut-être défini la course... peut-être même, c'est déjà fini la course libérale ontarienne. Oui, parce que là, il veut devenir chef du Parti libéral ontarien, c'est ça? Exactement, mais l'argument, c'est qu'il n'a pas de siège. Oui. Donc, il doit se trouver un siège, mais là, il a tout de suite sauté sur l'opportunité, l'occasion d'aller représenter ce comté-là, qui est son comté voisin. Mais il n'a pas hésité. Les autres candidats à la chefferie hésitent, n'ont rien dit. Donc, je pense qu'il a été agile, il a trouvé le trou et il a vraiment agi correctement. Il a été vite sur ses patins, c'est Oui, ça. Bon, c'est ça. avez-vous choisi du patinage, vous, Tacha? J'ai hâte de savoir. On est tous sur la glace, apparemment. Moi, c'est la danse sur glace Oh! et c'est le duo de Pierre Poilievre et Daniel Smith parce qu'ils ont bien performé lors du congrès. Ils étaient sur la même scène, tout est beau. Sauf qu'est-ce qu'ils pourraient faire la même sorte de performance aux Olympiques? Qui va mener le jeu? Qui va suivre? Est-ce que Mme Smith, peut-être, veut faire quelque chose de plus solo? Reste à voir. Mais les deux vont faire un petit tango pendant toute la question souverainiste qui va se soulever à l'automne et j'ai hâte à voir comment ils vont naviguer cela. Et quelle note, surtout, on va leur donner après cette belle Oui. performance. Ça nous a fait sourire, tout ça. Merci de vous être prêtés au jeu. Carl Bélanger, Amanda Simard, Tacha Carradine. On rappelle que le panel va faire relâche. On se retrouve le 26 février. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Merci, bye.